Bonsoir, bienvenue dans RS spécial Dakar. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça fait bizarre de se parler tous les jours comme ça en live. C'est bien, c'est bien. Eh oui, comment tu vas Anthony? Ça va, tout va bien. Écoute, on est le dimanche soir, il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Ah mais alors c'est pour ça que sur le titre j'ai marqué les galères commencent, on est dans le dur. Déjà la deuxième étape, on vous l'a dit, c'est l'étape marathon. C'était, je vais dire, rocambolesque, mais pas loin en tout cas, ça a bougé dans tous les sens. Une belle étape de Dakar, bien difficile comme on les aime. On vous rappelle quand même que cette étape, c'est une étape marathon et tu vas nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Mais étape longue en 2 parties, 2 jours. Eh oui. Et déjà, les premières épreuves arrivent, les premières galères, les classements qui bougent dans toutes les catégories. Ça, c'est sûr. Anthony, parle-nous de cette étape et des différents checkpoints, justement. Alors, attends, je vais te parler déjà du grand programme, évidemment. Il y a 5115 km à faire. Donc Ah, ça, tu veux reparler du Dakar complet? Et oui, Ok. parce Non, qu'on a une infographie, Non, donc mais on en parle. Il veut faire 1h30 d'émission. Bah vas-y. Non, mais regarde. Donc, 5115, tu dis c'est beaucoup. En 2 jours, ils font 990 km. Il y a Ah oui, un quand même. cinquième de l'épreuve qui se fait là, aujourd'hui et demain. Bon. La petite boucle là, qui a l'air de rien, là, 48 heures entre le 5 et le 6 janvier, c'est quand même assez fou. Et c'est pour ça aussi que les pilotes, justement, hier, jouaient un petit peu à qui ira le plus lentement. Parce que si on ouvre pendant 2 jours la piste, eh ben forcément, on peut perdre beaucoup de temps. Oui, forcément, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as bien fait d'en Bon, parler. ça va, allez. C'est vrai. C'est vrai que de savoir qu'en C'est dingue, hein. 2 jours, ils vont faire 1/5 de tout le Dakar, c'est vrai que ça va pas être une partie de plaisir. Un gros morceau, du coup, de cette 47e édition, comme tu le disais. Et donc, il y a plusieurs pit stops sur le parcours. Est-ce que tu peux nous en Exactement. parler de ça? Alors, il y a eu ce premier gros morceau qui a été lancé pour Ouais. la 47e édition, le 48 heures chrono. C'est la 2e année consécutive que on a mis ça en place. David Castera a eu cette idée-là. Ça a été plutôt populaire auprès de vous, auprès des personnes aussi qui sont engagées, évidemment. C'est vrai que ça fait Pilote ou copilote. l'unanimité, Ouais. ça? Ah, c'est dingue. Ah ouais, D'accord. c'est parce qu'on retrouve aussi l'ambiance des Dakar d'antan. Et en ouais. fait, quand tu dois, quand je te parlais d'un pit stop, en fait, il y a des pit stops avant. Donc, c'est-à-dire que tu as une nouveauté stratégique pour les autos cette année. Au kilomètre 168, il y avait une possibilité de s'arrêter. C'était Donc pas ça, obligatoire. rien à voir avec les 1, 2, 3, Non. 4, 5, 6 qui sont les bivouacs, ça. Ça, ce sont les bivouacs. Là, ce soir, par exemple, la plupart des pilotes en ultimate sont dans le triangle 5, ce qui correspond au bivouac E. C'est énorme. Il y en a pas mal, ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un bon boulot. Mais les pit stops avant, c'est une nouveauté justement qui permet aux concurrents de pouvoir, s'ils le veulent, faire des petites interventions mécaniques. Pas beaucoup, parce que c'est 3 minutes en tout d'arrêt, mais ça comprend le transfert de 3 km à vitesse limitée et l'arrêt qui va durer 30 à 45 secondes. Donc tu peux pas faire grand-chose, mais tu as cette possibilité-là. Et donc, du coup, c'est Pour- pas sans assistance totale. Eh non, parce C'est que ça. tu avais ce petit pit stop. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis, au kilomètre 414, donc quasiment juste avant que le gong ne retentisse, où il était 5 heures. Ah ouais, à C'est 5 comme dans heures. Pékin Express. Exactement. Bing. T'as Stéphane Rothenberg qui fait « Ah, désolé, la balise, il va falloir la rendre et vous allez dormir chez l'habitant. » Voilà. Ah ben là, il n'y a pas d'habitants, donc comme ça, au moins, tu dors. Mais c'est un peu ça. Je pense que David Castera a beaucoup regardé Pékin Express, en fait. Et c'est ça. On sait, David, on te voit. Et donc, au kilomètre 414, en fait, il y avait une neutralisation obligatoire de 50 minutes. C'est-à-dire que les premiers se sont arrêtés. Et donc, évidemment, restent 50 minutes et peuvent repartir avant ceux qui arrivent plus tard. C'est pas après 50 minutes, hop, tout le monde repart Ouais. et tu refais ton retard. Non, D'accord. évidemment, tu restes 50 minutes neutralisé. Donc, c'est un parc fermé, tu n'as pas le droit de toucher à la voiture, mais ça permet aussi aux pilotes, aux équipages de pouvoir reprendre un peu leur force, D'accord. de reprendre un peu leur esprit, parce que c'est long. Tu fais plus de 450, 500, 600 même pour certains kilomètres. C'est 200 plus long que l'étape 1. Ah oui, ça commence à faire. Mais du Commence coup, à faire. longue étape, longue épreuve, comme je disais, mais du coup, longue émission aussi. On n'a même pas parlé du sommaire de l'émission. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va quand même rester sur des bases qui seront quasiment les mêmes tous les jours. On vous parlera juste après de nos ambassadeurs BF Goodrich, grâce à qui on peut faire cette émission, et c'est tellement un plaisir. Ensuite, on partira avec le Dakar Classique pour suivre cette épreuve qui est vraiment à part, mais qui fait vraiment super plaisir avec l'avancée de Valentin Simonet. On partira du côté de l'Ultimate, Oh oui. savoir un petit peu ce qui s'est passé
du côté de Sébastien Loeb, de Carlos Sainz. Tiens, Vous avez 2 heures? Voilà, je lis beaucoup d'informations. Sachez qu'ils sont au cœur de l'information. Restez bien avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est pas évident pour eux. Le SSV avec Xavier de Soultret, mais pas que, et la moto, bien évidemment, parce que voilà, le motard que je suis, on ne peut pas passer à côté de la moto. Et puis on vous parlera évidemment de cette fin de 48 heures chrono pour demain. Ça reste la même spéciale. C'est l'étape 2, c'est pas une étape 3 demain. Et non, l'étape 2. Ça sera l'étape 2 bis. Voilà. Bon, ça va être passionnant tout ça. Du coup, j'en parlais juste avant. Oui, je voulais dire que ça s'arrêtait à 17h. Exactement. En fait, le coup de gong est passé à 17h. Si les concurrents ont passé ou viennent juste de passer un des 6 bivouacs qui sont proposés, ils ont le droit d'aller au suivant. Mais tu passes d'1 mètre, tu peux aller... C'était ça l'objectif, c'était de perdre le moins de temps possible pour aller le plus loin possible, parce que demain, forcément, il y aura moins de kilomètres à faire si tu pars du bivouac ou F. Ah, très bonne question de Dark Heaven. Décidément, vraiment, vous êtes trop bien sur le chat. Est-ce qu'ils utilisent des carburants traditionnels ou est-ce que c'est du carburant de compétition? Ça, c'est très bien, parce qu'on va en parler justement. Carburant compétition, mais il y a aussi Mission 1000 qui existe pour mettre en valeur des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'avoir une mobilité. Et donc, on en parlera un des soirs, justement, de Mission 1000. Mais en tout cas, le carburant, c'est un carburant, évidemment, qui est un tout petit peu amélioré pour pouvoir permettre à ces autos de pouvoir faire de la compétition. Ah ouais, mais c'est cool, ça. Maintenant, je saurai ce que c'est, ce Mission 1000. À chaque fois, je ne voulais pas ça. Voilà. Je ne savais pas ce que c'était. Eh ben, on en parlera. Très bien, on va en parler. Beaucoup de choses à voir ce soir. Et donc, du coup, pour le restart, c'est demain matin, au lever du soleil. Exact. Et comment ça se passe au niveau des bivouacs que tu disais? Est-ce que c'est un checkpoint, un waypoint qui bip ou il faut tamponner comme à l'ancienne? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas exactement dans tous les détails parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'être sur place. Mais en tout cas, ils s'arrêtent dans l'endroit destiné, donc le bivouac E pour la plupart des concurrents Ultimate. Pour les autres qui sont allés moins loin, c'est soit D, soit C, soit... effectivement, les différents qui sont à disposition. Et donc, en fait, ils reçoivent une ration de survie, j'allais dire. Ils reçoivent un matelas, ils reçoivent un sac de couchage, et puis une tente. Et vas-y, dors à la belle étoile, mon petit gars. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, ils doivent pointer à l'entrée du moment où ils arrivent dans un des bivouacs. Et puis, donc à partir de 7h du matin, on y reviendra tout à l'heure sur l'explication, on repartira moto et auto, parce que dans ce bivouac, il n'y a pas que des pilotes. Ça, c'est Koh-Lanta, ça c'est l'équipe des jaunes, je les connais. On les connaît. C'est les Wakumbu, et ils perdent toujours le confort, mais franchement, à l'immunité... à 7h, cela dit. Non, mais à l'immunité, il est vachement bien. Franchement, ils sont trop bons, les rouges. Ils ont la carapace. C'est ça. Par contre, petite remarque, on nous dit que c'est un peu faiblard sur le son. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais je me permets de le faire remonter 1, 2, 1, 2. à la régie, si on peut vérifier ça. C'est la même chose qu'il dit. Voilà, Rex Bolido, qu'est-ce que tu nous dis là? Monte le son sur ton iPhone. Tu voulais nous parler avant de partir sur les ambassadeurs de Laia Sanz qui a abandonné? Petites infos du jour, on s'est dit que si on avait des petites infos, on allait les donner en ouverture d'émission. Malheureusement, oui, Laia Sanz, qui hier, on en a parlé, a eu un accident, elle est partie en tonneau sur son Century avec son copilote Maurizio Gerini. Ils avaient opté pour ne pas appeler l'assistance. Ils avaient quand même été aidés par cette Quintero qui, en tant qu'un des favoris avec la voiture de chez Toyota, avait perdu un petit peu de temps et donc a regagné ce fameux temps perdu. Malheureusement, le Century de Laia Sanz n'était plus aux normes de sécurité, c'est-à-dire que l'arceau a été touché. Et donc, elle a été obligée d'abandonner, mais elle ne voulait pas abandonner. L'équipage va bien, il n'y a pas de problème physique. Malheureusement, premier abandon de Laia Sanz en 15 participations. Ah ouais, dur. Et c'est vrai que on peut comprendre qu'elle a envie de rouler, mais c'est vrai que si l'arceau il a bougé, c'est que s'il y a un énorme choc à nouveau, il pourrait casser, bouger et toucher à la sécurité des pilotes. Et ça fait partie du règlement FIA. Donc, comme c'est un championnat du monde, on ne transige pas. Et Jean-Louis Moncet n'est pas là pour parler de la FIA en mal. Momo regarde peut-être attentivement. C'est ça. Et tu voulais nous parler aussi d'un pilote moto qui, lui, ne laisse rien passer, malgré une chute, malgré les douleurs. Ça roule. Oui, mais ça, c'est les motards. Voilà. Michael Docherty, donc c'est un Sud-Africain. C'est un pilote dur au mal. Je me suis dit que j'allais le nommer comme ça parce que c'est un pilote qui est engagé en Rallye 2, donc c'est la deuxième catégorie moto. Il a chuté hier dans l'ES1. Il s'est fait une fracture à l'épaule. C'est-à-dire que l'épaule, mais comment il fait pour rouler? Je sais pas. Il a décidé de continuer et il prend part aux 48 heures chrono. Il va donc dormir à la belle étoile sur un matelas de fortune dans une tente.
quelques petits ennuis peut-être pour se tourner, mais en tout cas, il continue et il fait de bons chronos. Donc ça, c'est dingue. Bon, bravo à lui. Ça fait partie de ces aventuriers du Dakar et de ces gladiateurs du Dakar. Ah ouais, c'est un truc de fou. Alors, une question, mais ça devient plus en plus précis, vos Oula, questions, les gars. attention. Alors, est-ce que le programme Mission 1000, c'est comme la Porsche Gwen Lagrue en zone pétroléum, en zéro pétroléum? Ah les non. gars, Alors, mais je connais, merci. Voilà, effectivement, il voulait me piéger. Alors, Ben Lagrue, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un. Je connais pas, moi. Ah bon? non? Bah, c'est l'ancien manager. Enfin, ça reste toujours un. Moi, je connais Gwen Stacy, mais c'est pas pareil. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Gwen Lagrue, en fait, c'est une personnalité qui est impliquée dans le monde du sport mécanique, évidemment, qui a été notamment manager d'Esteban Ocon. Il reste proche de l'entourage d'Esteban. Qui s'est occupé Il est- de Hugo Marchand qu'on a reçu? Je sais pas ça. Ah bon? Je sais plus, bon bref. Non, ça, j'en C'est ai possible aucune hein, idée. que ce soit lui. Hugo Marchand, mais qui est Hugo Marchand? On l'a reçu dans RS. Ah maintenant, c'était les émissions où t'as séché. Ah voilà, c'est ça, parce que moi je ne suis pas au courant de Hugo Marchand. Bon bref, on m'a menti. Et donc en fait, si tu veux, il est impliqué chez Mercedes pour suivre le programme Jeune Pilote. Donc c'est lui qui notamment a fait monter Andrea Kimi Antonelli, pas seulement, mais en Formule 1 en remplacement de Lewis Hamilton. Ça c'est pour faire plaisir à Jean-Louis Moncey, on parle de Formule 1. Et donc Ben Lagrue, il fait aussi du rallye pour se faire plaisir. Et il roule en zéro pétroléum. Donc en fait, c'est un carburant qui n'est pas issu d'énergie fossile. Et donc en Mission 1000, il n'y a pas de zéro pétroléum, il faudra quand même vérifier. Mais il y a des énergies renouvelables, justement, qui sont utilisées. Donc ça peut être de l'hydrogène, ça peut être de l'électricité. Et on aura l'occasion de faire un petit point sur Mission 1000, justement, dans la semaine qui arrive. Très bien, oui, c'était pas Hugo Marchand, mais Léon Marchand. Ah non, mais Léon Marchand, ça c'est le nageur. Alors, c'est pas lui. Mais non, Léon Marchand, mais c'est les Jeux Olympiques. T'as cru qu'on avait si un on l'a bonnet phrygien ou quoi, là, c'est... Attendez, mais on l'a reçu sur non. Racing Stream et je suis Non. pas au courant. Non, Léon Marchand, je me disais que ça me disait quelque chose, mais non, pas du tout. Exactement. Bon, On saura maintenant, pas on va qui on a parler invité. de nos ambassadeurs BF Goodrich. On va être, pour commencer, avec notre star Oui. Sébastien Loeb, qui a des difficultés, du coup. Ah là Pas là. évident. Il était confiant, on a eu l'occasion de suivre un peu sur ses réseaux sociaux. Si vous avez l'occasion d'aller voir, il était dans son motorhome. Il parlait avant cette épreuve 48 heures chrono du fait qu'il allait prendre les choses tranquillement et pas prendre de risques. Oui, mais malheureusement, il y a eu perte de temps, problème mécanique sur le Dacia. On y reviendra tout à l'heure justement, mais journée difficile, c'est assez mal engagé du coup. Il a perdu beaucoup de temps, il se retrouve loin au classement général. Heureusement, il a pu passer le bivouac D et donc se retrouver avec ses petits camarades au bivouac E. Donc on va dire qu'il a perdu du temps aujourd'hui, mais demain, si les problèmes sont réparés, il va pouvoir attaquer comme il faut. Bon, c'est cool. On va parler évidemment de son c'est classement tout à l'heure. On ne va pas l'oublier. C'est bien ce petit pas mal, hein. teasing que tu fais Ah bah sans voilà. trop dire. Mais il y a beaucoup à vous dire évidemment là-dessus. Il est encore en course. Voilà, on passe au côté SSV, Oui. pilote BF Goodrich lui aussi, Xavier de Soultret qui était sur ce plateau. Pour lui, ça se passe bien. Ah, alors lui, ça se passe très très bien, hein. Franchement. Il est heureux d'être en SSV. L'année dernière, il a gagné avec son Polaris. On sait que cette année, il avait déclaré que justement, c'était assez chaud avec les nouveaux Can-Am qui font partie de l'aventure. Et Xavier, il a vraiment fait quelque chose de solide aujourd'hui. C'est encore une place dans les premières positions. On va y revenir sur cette catégorie SSV. Il s'est passé énormément de choses aussi. Fort heureusement, il n'y a pas eu de problème pour les pilotes Sébastien Loeb Racing et notamment donc Martin et Xavier qui font équipe. Lui, ce qu'il a déclaré surtout, Xavier, c'est qu'il trouve maintenant qu'il a des réflexes de pilote auto. Ça, c'est pas mal pour un motard. Donc, il prend ses marques Ça. au fur et à mesure sur son SSV. Et ça, il y a Les Lucifer qui est en train de nous liquer l'émission de ce Quoi qui s'est passé avec Christina Gutiérrez. Non. Tout je ne à veux l'heure, rien savoir. on va en parler, mais évidemment, mais tu étais dans le vrai. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, vous aviez qu'à être là en live Voilà. sur Twitch. D'ailleurs, on va essayer de vous mettre les émissions maintenant le soir, au plus tôt possible après l'émission, parce que si vous partez au taf le lendemain voilà. tôt, vous l'ayez avant les midis où on le postait avant. Donc voilà, on va essayer de vous le mettre dès que possible, parce que c'est important de coller le plus à l'actualité. Prends Et nos C'est vrai que le lendemain midi, déjà, c'est passé. Alors, donc, on est voilà. déjà dans l'étape suivante. Exactement. On va parler de notre ami Christian Lavieille qui, lui, a eu des gros soucis. On a quelques images, surtout des screenshots, parce que comme ils sont en épreuve marathon, Eh on oui. n'a pas d'image de lui. Oh, on n'a pas eu de story, enfin, Christian. Non. Ah ouais, Ah oui, parce que le réseau passe mal. Influenceur, Christian. Et du coup, il a eu des soucis de transmission, je crois. Il y a eu Ça, beaucoup, c'était difficile. Alors on le voit, donc casse de goujon de roue.
attends, est-ce qu'on peut remettre le précédent? Merci. En cause de début d'étape, donc ça c'est au kilomètre 414, perdu beaucoup de temps, l'embrayage qui a eu un souci, ouais. le démarreur ensuite, enfin ça a été une journée galère. Et juste avant, il y a eu aussi encore d'autres problèmes. Donc justement, avant le kilomètre 414, on peut revoir la deuxième partie de l'image. Dès le kilomètre 158, il y a eu un problème parce que il a fallu travailler sur le buggy, il s'est ensablé. Ensuite, au kilomètre 288, il y a eu encore l'arrêt qui était nécessaire. Donc, bref, ça a été une perte de temps globale pour Christian et pour Valentin, donc les deux pilotes et copilotes de ce MD. Et malheureusement, il est loin, hein, Christian. 70, ouais. Ouais, 70e. Il se bat face à un nordiste, Simon Witz, qui est un ancien quadiste. Parce qu'on nous demande toujours depuis le début mais bon, ils sont où les quads? Il n'y a pas de quad cette année. Il n'y a plus de quad sur le Dakar, malheureusement. Et donc, Christian a perdu beaucoup de temps face à un autre Français, donc justement sur un Optimus Evo 5. Ça va être la lutte, mais là, forcément, après le 48 heures chrono, il faudra vraiment prendre les temps et les distances qu'il y a, mais en tout cas, il est difficile. P70 au scratch, parce que c'est comme les 24 heures du Mans. Tu as un scratch avec hypercar, j'ai toujours envie de dire P1, LMP1, P2, et ensuite les GT. Tout le monde est dans le même classement, mais ensuite tu as ton classement par catégorie. C'est ça. Et évidemment, là, il est P70, mais dans sa catégorie, c'est sûr qu'il est top 10 en tout cas. Oui, mais c'est pas ce qu'il voulait. Je sais, Voilà. mais je préfère le dire parce que on se dit 70, il est loin, mais attention, il a une propulsion. Les autres sont en 4x4, ça change tout. C'est pas la même course, c'est pas le même budget, il nous l'a dit en émission. Mais c'est vrai qu'il faut aussi voir ça, c'est que faire ça en propulsion, c'est gros cœur. Hein. Et sans vérin, c'est quand même gros cœur, évidemment. Ouais, c'est clair. Non, mais bon, voilà. Après, ce qui est difficile, c'est qu'il a perdu beaucoup de temps sur Simon Witz, qui est son principal adversaire cette année. Et on disait que l'objectif, ça allait être d'un top 10 ou top 15 à la fin de ce Dakar. C'est pas encore fini. Ça semble quand même compliqué. Très bien. On va passer tout de suite dans le gros du sujet, évidemment. Enfin, dans la première séquence qui était dans le sommaire, c'est le Dakar classique. Le Dakar classique, l'épreuve qui fait vraiment de l'œil, parce que c'est vrai que c'est cool, parce que tu te dis, c'est possible. Maintenant que je sais le budget, c'est moins possible. Ouais, c'est plus cher que mes 40 000 €. Bon, d'accord. Oui, bon, on va faire quelques stories. Voilà, c'est ça. Profession influenceur, Anthony. Bien sûr. On va parler de Valentin Simonet, qui lui, votre créateur de vidéos préféré, et s'est lancé là-dedans. Je crois que pour commencer, on a une petite vidéo de lui, puis après on dira un petit peu comment ça s'est passé. Bon, étape 2 aujourd'hui, nouveau challenge, dans un endroit complètement différent de d'habitude, grande étendue de sable. Avec Mathieu, on va essayer de faire au moins aussi bien qu'hier, sauf que cette fois-ci, on va ouvrir dans une catégorie. C'est ça. Donc gros enjeu de nav. Et regardez ce qu'il y a devant. Comme on a fini je travaille dans une catégorie juste derrière les Audi. En soi, il n'y aura que 4 Audi devant nous pour ouvrir la piste. Donc petit challenge aujourd'hui. Et puis après, C'est incroyable. Bah ouais. C'est dingue. Et je suis en train de répondre au chat parce qu'on me dit faut que tu prennes le Jeep Grand Wagoneer. Je fais oui pour tomber en panne. Ah bah oui. Ah bah non, mais on a des vérins quand on est en Dakar classique. Enfin, en tout cas, on a le droit. C'est pour ça que Christian Lavieille était un petit peu jaloux de Valentin. Donc c'est possible. Même si on est en panne, on peut quand même. C'est ça. Voilà. Mécaniquer, comme on dit. On ne sait pas trop où il en est sur cette épreuve. Un peu loin. On a le classement, je crois, général du classique, Valentin Simonet. C'est sûr qu'il n'est pas dans la première partie de tableau. Il est au-delà de la 20e position. Maintenant, voilà, on sait que ça va continuer de faire son chemin, on va dire. Il me semble qu'il est P26. Ah, 26. Je vais vérifier. Il était 27 hier. Il était 27. Ouais, mais je crois qu'on l'a reçu tout à l'heure. Ça va. Attends, mais vas-y, continue. De toute façon, tu peux parler pendant 8 heures non-stop. Je mets une pièce dans le jukebox. Vas-y, je vais chercher pendant ce temps-là. Oui, vas-y, cherche. Non, Valentin Simonet, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de pouvoir vivre l'aventure à fond avec la compagnie saharienne qui lui prépare P20. Toyota Land Cruiser. P20. Il est P20. P20. Ça va. Ok, je pensais qu'il était au-delà de la 20e place. Ça va mieux.
Je suis rassuré. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, au début de la spéciale, on le voit, il roule, il est au volant. Il n'y a pas de problème. Il va faire la spéciale, la première partie, et donc va rester au volant. Sauf qu'à la fin de la journée, quand il y a un petit bout de liaison à faire, en fait, c'est c'est Mathieu qui lui a pris le volant. On fait les liaisons. Comme quoi, il était fatigué. Hein. Mine de rien, c'est pas facile. Il a fait chaud et c'était vraiment un vrai moment de navigation, comme il l'a dit. Il s'y attendait. Et quand on est dans le Dakar classique, c'est pas facile. Ça doit être pas évident parce que quand j'étais une fois au Maroc, à la frontière mauritanienne, et il y avait un mec qui faisait des excursions Dakar sur les pistes des spéciales qui avaient été là-bas. Et on avait emprunté des dunes, et j'avais un Land Cruiser comme ça. Oh. Et franchement, dans l'herbe à chameau, et avant d'attaquer la dune, on te dit flat. Pour arriver à taper la dune, je te garantis que j'étais content. J'avais une dune à faire. J'étais content qu'il n'y en ait pas deux. Hein. Ah C'était extrêmement difficile. J'étais surpris qu'il fallait arriver à fond pour pouvoir la grimper. Et parce qu'après, tu perds de la puissance. Ah oui, parce que tu te dis, non mais j'arrive beaucoup trop vite. Et en fait, tu te rends compte que si tu fais comme ça, et donc c'était épuisant. On avait roulé 2 heures dans les spéciales, je m'étais régalé. Mais les vraies difficultés qu'il y avait, c'est vrai que ça m'avait épuisé. Ça m'étonne pas que pendant les spéciales, il lâche le volant. Ah oui, parce que le truc, c'est que tu dois toujours anticiper les difficultés. Sauf que, on va le voir en Ultimate, eux n'ont pas de problème de puissance. Par contre, si tu arrives trop vite en haut, tu te fais vite piéger. Mais en tout cas, ce Toyota Land Cruiser... Pourquoi tu parles de Carlos Sainz ? Non, j'ai rien dit. J'ai pas parlé de Carlos Sainz qui est parti en tonneau. Ah bah oui, tu veux me faire dire les choses. Moi, je dis les choses. Voilà. Je fais rester les gens pour le watch time, bien tu sûr, vois, c'est ça. C'est ça, exactement. Vous aurez des images, mesdames. Exactement, on a les images de ça. Et donc Valentin, en fait, continue donc sa progression. Il continue de nous proposer aussi des vidéos avec toute son équipe qui travaille. Donc ça, c'est sympa. Et sur sa chaîne YouTube. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas aussi à y aller. Voilà, on fait travailler les copains. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est tellement bien de pouvoir avoir de pouvoir tourner, d'envoyer ça à ses équipes pour que ça monte en direct tous les jours sur YouTube. Franchement, on peut que saluer la performance. On espère que ça va bien marcher pour lui, même si on ne sait pas s'il vise le résultat, comme on nous le dit, ou que plutôt l'aventure. Mais je pense que c'est un compétiteur. Il est là pour le résultat. S'il peut faire top 10, il va aller chercher, bien évidemment. Clair. Mais pour l'instant, il prend ses marques et comme on le disait, c'est sa première participation avec Mathieu. Donc on essaye d'apprendre. Commencer par un 48 heures chrono, c'est pas facile. Ouais, tu m'étonnes. On va continuer tout de suite, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur l'Ultimate. Et c'est parti, le gros du sujet, Sainz, Loeb, Gutiérrez, on va tout vous expliquer dans l'Ultimate. Allez, on est dedans. Ça y est, c'est bon. On va pouvoir en parler. Sortez les. Alors du coup, c'est vrai que pour Sébastien Loeb, on va parler. Non, tu veux parler de Sainz en premier, c'est ça ? Exactement. Voilà, je suis le conducteur. Bravo. Oui, parce que je voulais juste rappeler que cette étape, en fait, elle était plutôt typée pour les favoris. Parce qu'hier, je te parlais des outsiders qui avaient peut-être leur chance sur une spéciale numéro 1 où il fallait se placer, il fallait pas gagner trop de temps, etc. Donc ceux qui ont rien à perdre, eux, bim, ils mettaient gaz en grand et il n'y a pas de problème. Là, c'est une étape pour creuser les écarts. C'est une étape compliquée. Premier gros morceau de cette 47e édition du Dakar. Environ 1000 km, on l'a dit, sur 2 jours, avec une nuit qui se fait à la belle étoile. Donc, pas des conditions de sommeil idéales. On peut pas vraiment réparer la voiture. C'est pas comme une étape marathon. Là, on est vraiment dans un régime de parc fermé. On peut pas réparer la voiture une fois qu'elle est arrêtée dans un des 6. On peut pas y toucher ? Bah non, à moins que tu sois un mécanicien professionnel, mais non, t'as rien, tu peux rien faire. J'ai toujours ma petite trousse à outils Stanley. Alors peut-être, alors dans ce cas-là, ok, tu peux peut-être y arriver. Non, mais quand il y a des gros problèmes, en fait, il pourra y avoir une aide, par exemple, entre 2 équipiers au moment de ressortir du campement. Oui, c'est ça, exactement. Comme c'est passé pour cette première étape avec Gutiérrez et Sébastien Loeb. Mais parlons de Sainz, on disait tout à l'heure qu'il y a eu un souci. Point réglementaire quand même, je tenais à le dire parce qu'on essaye d'expliquer quand même les choses. Carlos Sainz, lui, est parti en tonneau au 327e kilomètre. Il était pourtant bien placé. Il avait fait une bonne opération hier, justement, face à Latia et face à Sébastien Loeb. Il avait repris, je crois, 8 à 10 minutes. Donc, c'était parfait. Là, il en a perdu une quarantaine de minutes, Carlos Sainz. Il a été aidé quand même par Mitch Guthrie. Donc, le petit coup de sangle qui va bien et c'est reparti. Ça semble être de gros dégâts. Il n'y a pas d'énormes dégâts. Il s'en sort très bien. Ouais, c'est cosmétique. Il y a juste si le pare-brise il a bougé, mais pour le copilote en plus il a. Non, si le pare-brise il a le pare-brise a bougé. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de problème sur les triangles. Il n'y a pas de problème sur
sur vraiment la partie mécanique, donc tant mieux. Il a dû quand même enlever beaucoup d'éléments de carrosserie pour éviter que ça traîne et que ça puisse générer d'autres problèmes. Et ça repart tant que la voiture est justement roulante et peut repartir de son fait. Il n'y a pas de problème. Il y a un mec qui va pouvoir se faire une déco dans son salon avec un capot de Ford Raptor. Voilà, ouais, c'est magnifique. clair. Est-ce que justement un équipier, je parle bien, qui s'arrête pour son coéquipier, il est lui aussi, il lui redonne du temps à la... Et non, parce que là, c'est C'est ça. de son plein gré. Alors je nuance mes propos, s'il y avait un danger imminent pour Carlos Sainz et que ça soit une blessure éventuelle, etc., là, par contre, oui, il y aurait du temps qui serait repris. Attends, un mec qui est sur le toit, on dit, non, tu t'arrêtes, c'est pour toi? S'il n'est pas en danger? Si c'est un équipier, tu sais, normalement... Oui, mais alors, ok, alors mettons que c'est une toy. Ah si, c'est bon. Si Ok. c'est le toy, c'est bon. D'accord. Mais quand c'est l'équipier qui choisit délibérément de s'arrêter pour porter secours, etc., non, tu vas pas lui redonner du temps. Enfin, je veux dire, à un moment, tu t'arrêtes, tu t'enquières de l'état de santé du pilote ou du copilote. Si tout va bien, tu repars. C'est ça. Donc, Je suis voilà. obligé de te couper, Pourquoi Anthony. Pourquoi Il y a un message qui va te faire plaisir. Ah bon? C'est pas moi. De toute façon, vous êtes sur le chat, hein, vous le regardez, hein, monsieur BF Goodrich, Voilà. Oui. monsieur et madame BF Attention. Goodrich. Message pour BF Goodrich, il faut engager l'année prochaine Donald et Anthony au Dakar. Ah, Donald a des expériences de pilotage dans le désert et Anthony parle beaucoup, ça doit sans doute être un bon copilote. Merci, au revoir. Moi j'arrête l'émission, de toute je façon ne sais c'est pas bon. si je suis bon copilote, mais en tout cas, je peux donner les infos. C'est c'est ça. Bon, continuons évidemment sur cette petite blague. bon. Je dis oui. Qui n'en est pas une. Voilà. On va parler d'Al-Raji. Exactement. Alors attends, par contre, moi je trouve que tu vas vite sur les Moi personnes je qui ont eu suis des ton problèmes. conducteur. Oui, mais il y a eu aussi Lucas Moraes qui a perdu du temps sur une Non, dune. je ne le vois pas. Il Comment est pas ça, là. tu ne le vois Il pas n'est pas là. Où tu vois Moraes? Plusieurs perdants dans cette première étape. Ah ben, où tu vois marqué Moraes derrière? J'ai pas marqué Moraes, c'est moi qui vais te le dire. Je te garde des Comment des je petites peux surprises. savoir, moi? Tu ne peux pas savoir. Je suis ton Vous êtes navigateur. témoin. Je Vous suis êtes ton témoin. navigateur. Voilà, c'est Comment tout. on fait pour travailler avec lui? Donc Moraes s'est tanké dans une dune. Hier, c'était une bonne prestation pour lui. Là, il a perdu quelques minutes, donc ça a été compliqué aussi. Et donc Sébastien Loeb, on y reviendra, fait partie de ces grands perdants, malheureusement, de cette épreuve 48 heures chrono. Bon, Donc, juste- on va parler Oui, quand d'Al-Raji, même. qui est le vainqueur. tout à fait. Donc Vainqueur de cette demi-étape. ouais, mais Pour un l'instant, vainqueur c'est quand même. provisoire. Ça ne compte pas comme une victoire d'étape. On est sur un Dakar, on est sur une épreuve 48 heures chrono, c'est pas simple. Donc Al-Raji fait partie de ces pilotes Toyota et c'est vraiment un pilote qui connaît bien évidemment ce désert puisque c'est un Saoudien et il a une sacrée expérience, mine de rien. Il a terminé 3e au Dakar 2022, 4e en 2020. Il a souvent l'habitude d'aller un peu vite, lui, justement sur ces dunes et de parfois se mettre Oui. casquette. C'est clair. un C'est peu ce le qui problème. s'était passé la première année, on en avait parlé. C'était un peu compliqué. En tout cas là, il a vraiment fait jeu égal avec son adversaire préféré, j'allais dire, Nasser Al-Attiyah. Tiens, comme d'habitude, c'est lui qui fait le deuxième temps, Nasser Al-Attiyah. En fait, Al-Raji Al-Attiyah, ça s'est joué entre les dunes, entre les moments un petit peu plus roulants, où en fait Al-Raji a perdu beaucoup de temps dans les dunes, parce qu'il est moins capé que Nasser Al-Attiyah. Et Nasser Al-Attiyah, sur ce Dacia, a perdu encore un petit peu de temps, lui, avant d'arriver au campement, le campement E, justement, où 27 concurrents sont présents en catégorie Ultimate. J'ai un trou de mémoire là. Ah. C'est l'année dernière. Qui était le vainqueur du Dakar? Ah ben c'est Carlos Sainz. C'est Sainz, hein. J'allais Ah dire oui. c'était Sainz ou Attiyah. Non, ouais. Carlos Sainz, le Yannick Dalmas du Dakar. Vous allez me voir venir, parce que j'aime bien l'endurance aussi et les 24 heures de temps. Il a gagné 4 fois le Dakar, avec 4 constructeurs différents, Carlos Sainz. Mais ouais. C'est dingue quand même. C'est d'autant plus étonnant de se dire que Audi a arrêté, quoi. Ah bah oui, mais ils ont arrêté sur une victoire. Ils Ouais, ont mais fait bon, comme, c'est quand même bizarre. Rosberg. C'est quand même bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ouais. Donc Al-Attiyah, deuxième. Voilà. Et il a été très fort dans les dunes. Vraiment, c'est là où il s'est révélé encore une fois. Il avait perdu 2 minutes 30 sur Al-Raji. Et il les a reprises. Il a pris 3 minutes dans les dunes. C'est incroyable. Vraiment, il est très très fort. Et puis après, sur du roulant, Al-Raji a pris plus de risques. Et ça a été une fin de. Bah ouais, mais une fin alors, spéciale. pour l'instant, ça se passe bien pour Al-Raji. Et c'est vrai que, tu le dis, il a mis encore un peu plus de gaz. Mais c'est pas évident parce que ça peut se payer sur la régularité comme ça. Ah, on est d'accord. Il faut faire attention. Il faut aussi prendre soin de la mécanique, de tous les éléments mécaniques. Hein. Donc, c'est bien d'être arrivé au bivouac E, d'avoir pris du temps et d'être bien placé au général. Mais attention, parce qu'on repart avec les mêmes bases dès demain matin. Donc, si on a peut-être trop tiré dans la mécanique, dans les éléments qui lient le sol à la voiture, justement, hein, puisqu'on est avec BF Goodrich, on en parle aussi. Voilà, c'est vrai que c'est important de vraiment tout ménager. Ouais, c'est vrai que je me rappelle, maintenant qu'on en parle,
Sainz, il y avait son fils qui était là et qui pleurait de joie. Mais c'est oui. vrai. Mais voilà, c'est vrai. Ça me revient maintenant. Bon, on en a parlé tout à l'heure. On était sur Nasser Al-Attiyah, qui est coéquipier évidemment avec Gutiérrez sur le Dacia. Oui. Mais pour Sébastien Loeb, ça s'est pas très bien passé. On vous a gardé le suspense jusque-là, mais il y a eu des soucis mécaniques. Il n'a pas eu d'accident, mais... Non, mais il s'est arrêté longtemps. Il a perdu 32 minutes. Alors, si énorme. on ajoute à sa perte de temps, si tu veux, ce qu'il a perdu hier, parce qu'en fait, finalement, si on compare, Carlos Sainz perd 40 minutes. OK, mais hier, il en avait gagné 10 sur Sébastien Loeb. C'est vrai. Donc, en fait, ça s'équilibre un tout petit peu. Là, Sébastien, il était arrêté. Il a eu l'aide de Cristina Gutiérrez, qui en fait a été complètement sacrifiée. Hier, on en parlait. C'est vraiment l'équipage porteur d'eau. Je pensais qu'on pourrait quand même permettre à Cristina Gutiérrez de jouer un peu sa carte et de continuer d'apprendre. Là, Parce que du coup, ils ont sacrifié les deux. Maintenant, au niveau du classement, Ouais. il reste plus qu'à Nasser Al-Attiyah. Sur son Dacia numéro 212, Cristina Gutiérrez, on sait qu'elle a perdu quand même du temps d'entrée de jeu en début d'étape. Donc c'est pour ça D'accord. aussi qu'elle s'était elle-même malheureusement mise dans une situation où elle était un petit peu plus loin. Elle a quand même bien roulé hier. Là, elle est à plus d'une heure de perdu. Sur cette demi-étape de 48 heures chrono, ça va être extrêmement difficile. Et même si ses spectateurs sont là, évidemment. Mais ça, je trouve ça génial. Elle est Il y avait géniale, ça en cette Amérique du Sud. Les mecs, ils venaient faire des barbecues géants avec leur Ça, gros c'est le fan œil. club de Cristina Gutiérrez. Non, mais c'est énorme. Moi, je trouve ça génial, la passion que génère le Dakar. Peu importe le continent, Moi, je trouve m'y ça, verrais. je trouve ça énorme. Franchement, on se met un petit barbecue, voilà. Du moment qu'on a un peu de 5G pour faire une partie de Clash Royale. Voilà, c'est bon. Exactement. Et donc, Cristina Gutiérrez s'est arrêtée pour aider Sébastien Loeb, et donc ils sont repartis de concert, mais forcément, Sébastien a perdu plus de 30 minutes. C'est énorme. Cristina Gutiérrez, plus d'une heure 15, je crois. Et du coup, ça donne quoi, Sébastien, au classement 18e au général. Ah, je sais pas, j'aurais pensé que c'était un peu plus loin. Ouais, mais bon. Mais ça va être d'autant plus difficile. Mais ça veut dire que, du coup, parce que on va en parler, c'était un problème du coup de surchauffe. Exact. Mais donc du coup, s'il n'y a pas eu ça chez Gutiérrez et chez Nasser Al-Attiyah, la voiture marche marche très bien. Et finalement, c'est un coup de pas de bol, quoi. Oui, coup de pas de bol. C'est comme malheureusement souvent pour Sébastien au Dakar. Il a eu beaucoup de chance, ou beaucoup de réussite, pardon, en rallye. En rallye raid, c'est un petit peu plus compliqué. Il a la pointe de vitesse, il a tout ce qu'il faut. Et là, dès cette entame de 48 heures chrono, il n'a pas cherché à aller tout de suite aux avant-postes, mais il a perdu un ventilateur, puis 2, puis 3. Et donc, la voiture a surchauffé. Il a dû s'arrêter plusieurs fois, essayer de faire redescendre un peu la température. Il n'y a pas eu trop de solutions par Cristina Gutiérrez d'apporter. Mais du coup, c'était lié à un problème électronique parce qu'on a Oui. vu sur le Twitter de Dacia. Justement, on peut montrer. Le roi de la transition. Non, mais donc c'est souci d'électronique qui a causé le problème Exactement. de surchauffe. Au début, on n'a pas su. On pensait que c'était un problème moteur parce qu'il fallait s'arrêter, il fallait essayer de retrouver des degrés en moins, justement. Donc, sans la télémétrie, c'est très difficile parce que c'est ce que dit Tiffany Isnar, qui est la team principale de Dacia Sand Riders. Il va falloir survivre jusqu'à la fin de ce 48 heures chrono parce qu'il n'y a pas de bivouac, il n'y a pas d'assistance Donc demain, ce soir. même problème. Et voilà, donc il va encore reprendre cher, il va encore perdre beaucoup de temps. S'il y a moyen, parce qu'on disait justement qu'il y avait possibilité de sacrifier peut-être l'un des concurrents, c'est ce qu'il y a eu l'année dernière d'ailleurs, pour aider justement Matthias Ekström et Carlos Sainz à s'imposer, il y a eu consigne d'équipe. Là, Cristina Gutiérrez, si imaginons qu'elle puisse, en ayant eu les informations de l'équipe, etc., la solution pour changer le capteur défectueux ou le ventilateur défectueux, peut-être qu'on peut transférer le problème de la voiture de Sébastien à la voiture de Cristina Gutiérrez, ce qui pourrait permettre à Sébastien Loeb de perdre un petit peu moins de temps demain. Il sera obligé de le faire après démarrage et de reperdre du temps Exactement. encore. Mais ça se trouve, c'est une opération qui va être trop lourde. Et est-ce que tu gagnes d'un côté en faisant la méca toi-même ou en essayant d'aller au bout, il ne saura pas, quoi. Le problème, c'est qu'il va devoir s'arrêter plusieurs fois. Il reste encore plus de 400 km. C'est énorme, un Paris-Lyon comme ça, dans des conditions comme ça. C'est clair. Non, mais c'est énorme, il faut remettre ça là. Imaginez un Paris-Lyon dans le désert, dans les... En s'arrêtant toutes les... C'est monstrueux. Toutes les 30 minutes. Ouais, non, c'est compliqué. Donc voilà, pour Sébastien Loeb, c'est peut-être déjà difficile. On se souvient qu'il y a une année, justement, c'était il y a 2 ans, je crois, où Nasser Al-Attiyah avait récupéré du temps. Sébastien Loeb avait perdu 1h15, je crois, et il était arrivé à 1h15. Il n'avait pas réussi à remonter. Donc en fait, il avait réussi à reprendre ce qu'il pouvait, et puis en fait, il lui a manqué Après, un Dakar peut se jouer jusqu'à la dernière étape. Mais là, on sent bien que, pour l'instant, évidemment, il n'y a que cette deuxième étape.
Et Nasser Al-Attiyah et Al-Raji, il va falloir compter sur eux, sur leur régularité. On parlera tout à l'heure, mais j'en parlais hier, mais un mec comme Giniel de Villiers, qui est C'est clair. P9, lui, il est toujours là. Ah ben, Il est stable. Et tu vois, pour moi, Giniel de Villiers, c'est comme Nasser Al-Attiyah. Les mecs, ils roulent propre, ils savent où ils vont. Al-Raji, il roule un peu au-dessus de ses pompes, un tout petit peu. Mais il a l'avantage de connaître le terrain parce qu'il est Mais- saoudien, Oui, mais bon, quand même. Bon, mais il roule un peu vite. évidemment. Mais du coup, non, on verra ce que ça gloire. donne. Mais entre des pilotes qui ne cherchent pas à rouler trop vite, Nasser Al-Attiyah, c'est un métronome. Pour Il ça. sait rouler vite en prenant le moins de risques possible. C'est là où il est fort. Ah ouais, c'est vrai. On va parler de Ford encore une fois, mais là, Oui. cette fois, pas de souci. C'est P3 pour Ekstrom, à 8 minutes 55. Ouais, il perd un petit peu de temps, Ouais. mais c'est fort quand même. Franchement, c'est très fort. Mathias Ekström, on rappelle quand même que c'est un pilote qui était plutôt habitué à des pistes et des circuits asphaltés. Il a fait la transition. L'année dernière, il était chez Audi. Cette année, il est chez Ford. Il a suivi Carlos Sainz. Et franchement, troisième chrono, c'est très très bien. C'est une bonne étape pour Ford. Et j'allais dire, même Carlos Sainz, qui a perdu beaucoup de temps, en fait, il limite les dégâts. C'est sûr que c'est pas une position idéale. Mais enfin, les Raptors, ils sont là, hein, parce que Ekström fait le troisième chrono de l'étape. Nani Roma fait le 8e temps, lui qui est quand même un des pilotes, comme Stéphane Peterhansel notamment, à avoir gagné à moto et en auto. Donc Nani Roma, il est encore là, il ne faudra pas l'oublier non plus. Et puis donc Carlos Sainz, bah oui, effectivement, avec 59 minutes de perdu hein, dans cet incident en tout. Bah voilà, c'est compliqué parce qu'après, bah, il est reparti, mais il n'est pas reparti à vitesse réelle. Ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'il va en manger de la poussière encore, hein, que ce soit lui ou son copilote. Hein. Là, on se trouve avec une voiture qui n'a plus d'étanchéité. Regarde ça, la porte à droite, elle ne peut plus se fermer. Donc, très compliqué hein, pour Carlos Sainz et pour cet équipage justement de chez Ford. Eh oui. En tout cas, allons maintenant du côté de Toyota avec vraiment, c'est un... Prise des moustaches. Ah oui, c'est le top 10 derrière Al-Raji. Combien n'arrête pas. Combien il y a de Toyota dans le top 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures Toyota dans le top 10. C'est fiable. Bah voilà, c'est franchement la voiture préparée, enfin les voitures préparées par Overdrive. Vraiment, c'est du solide. Donc, il y a Quintero qui a réussi à se placer aussi. La Tegane, surtout, 4e. Encore une fois, de retour sur le Dakar. Il était absent l'année dernière. Il est de retour. On en a parlé dès le prologue. On en a parlé même hier où il se plaçait. Guy Bottrill, sud-africain. Tu parlais de Villiers. Un autre sud-africain solide. 6e dans cette spéciale. Lui qui a fait son premier Dakar l'année dernière. Ils avionnent là. Ah bah c'est fort. C'est monstrueux. Ah bah, mais tu vois, là dans les images, si tu peux la repasser à Arthur, c'est que là, tu vois, il passe dans les arbustes. Mais les arbustes, ça passe. Et là, t'en passes un qui est trop haut, ah bah oui. Tu prends la racine et tu t'arraches en dessous. Enfin, c'était le problème, c'est des images de la première spéciale. C'était le problème justement qui a connu les Mini, hein, qu'ont connu les Mini, les deux d'ailleurs, hein, que ce soit de Mévius ou Chichrid. Donc ça va vite, ça peut passer jusqu'au moment où ça passe. Où ça passe plus, que tu as un tronc d'arbre au milieu que tu vois pas passer. Hein. Exactement, donc ça sûr. peut vite être perturbant. Et donc, il faut être un bon navigateur, il faut être un bon pilote. Tiens, parlons de Toby Price, 7e avec son Toyota, incroyable. Moi, je suis vraiment fantastiquement, je sais pas comment on dit, ébloui par ce qu'il a fait. Et on va le suivre, hein, parce que Toby Price et Sam Sunderland, qui étaient adversaires à moto, sont maintenant dans la même voiture, dans la même auto, cette Toyota numéro 231, Toby Price, donc voilà, 2 fois vainqueur à moto, qui est passé aux 4 roues, et pour l'instant, ça roule. Et je scrolle le conducteur, mais on n'a pas d'image de ça, mais non, j'avais pas fait attention, mais Quintero, il est super jeune. Bien sûr, 19 ans. Il est arrivé d'où? Il est arrivé à 19 ans. Il est arrivé en fait des États-Unis, tout simplement. Ah, c'est un Américain? Ouais. On dirait Quintero. Je pensais que c'était un Espagnol. Non, forcément avec le nom. Et il est vraiment très très solide. Il a fait, donc je le disais hier ou avant-hier, je sais plus, une razzia sur le Dakar 2022 quand il est arrivé à 19 ans, où il a gagné 12 étapes sur 13. C'est ça, c'était là. C'est incroyable. Et puis, non, il fait des super résultats parce que Quintero, si je reprends un petit peu les notes que j'avais, lui qui est né en 2002, en fait, il a réussi l'année dernière à se placer aussi à ce Dakar. Donc, il est dans la bonne équipe. Il est soutenu par Red Bull, il est bankable comme on dit, donc il n'a que 22 ans, bientôt 23 Incroyable. en septembre, donc c'est Un très, futur très fort. très grand. Il est combien là? Là, il est un peu plus loin. On en parlera dans le classement général. Exactement. On a terminé avec Toyota. On va aller du côté de chez Mini avec Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel. Ouais. Là, de 12e position. Ils étaient combien hier?
Ils étaient un petit peu plus loin, mais C'est ils ont ça, surtout ouais. perdu du temps. Ils ont Qu'est-ce qui perdu s'est passé encore des petits problèmes pour cette Mini. Il y a eu une chauffe importante. C'est des petits problèmes aussi de navigation, c'est un peu ensablé, etc. Non, Donc, Mathieu Baumel c'était- ne fait jamais bon, d'erreur. d'accord. Non, ok. Alors, ce n'était pas pour Guillaume de Mévius, mais pour Gerlin Chichrit. Mais en tout cas, 25 minutes de perdu quand même pour la Mini numéro 222 de Guillaume de Mévius. Et pour Gerlin Chichrit, 40 minutes de perdu dans cette étape, 48 heures chrono. Donc voilà, va falloir continuer d'attaquer. Mais c'est un petit peu plus loin au classement. Donc voilà, 12e temps de l'étape pour de Mévius, 19e pour Gerlin Chichrit. Et j'allais te demander, est-ce que la Toyota, c'est Overdrive qui fait aussi Ouais, la différence? exactement. C'est vraiment un Je suis préparateur persuadé. de génie? Ouais, je suis persuadé. Franchement, avec Overdrive, Jean-Marc Fortin, c'est vraiment solide. Il a une expérience en rallye en tant que copilote. Il sait ce qu'il faut faire pour faire fonctionner des autos. Il sait aussi ce qu'il faut éviter. Et puis, il y a le nombre, tout simplement. Je veux dire, quand on arrive avec un escadron très, très rempli, Il est très fort. voilà, forcément, c'est... un magicien du rallye. Je suis même surpris que Guillaume de Mévius, par exemple, ait quitté Overdrive. Oui. Je ne sais pas quelle est la raison, mais voilà, je me dis qu'avec une Toyota, ça peut le faire cette année. Hein. Et il faut avoir un peu plus d'expérience. C'est vrai que là, leur seul problème, c'est ça, c'est que les pilotes d'expérience sont un petit peu moins nombreux chez Toyota, mais en tout cas, on travaille dur. Et Christian Loriot, d'ailleurs, qui était chez Hyundai encore il y a quelques semaines, est venu... Il connaît tout, il mais non, m'énerve. mais- Non, il m'énerve. Mais c'est génial. Attends, mais moi je suis ravi de ça. Mais bon, c'est aussi mon podcast qui m'aide, tu vois. Non, c'est mais que, à quand même, force, non, mais- voilà, on recoupe des infos. Tu m'énerves. Mais voilà, c'est vrai que Christian Loriot, l'ingénieur typique de chez M-Sport à l'époque, est passé chez Hyundai et donc maintenant arrive chez Overdrive. Donc attention les yeux encore Très bien. pour les prochains Dakar. Et notre pilote de Tignes, Gerlin Chichrit, Ouais, un peu plus loin. Il a perdu 19 40 minutes. Ouais, Ouais. mais top 20 quand même, ça Non, ça mais reste d'accord. une belle mais bon, performance. non, mais quand c'est même. loin, c'est loin. C'est trop loin Il est- pour ce qu'il espérait. Et on va Tu- voir les classements justement. Bah justement, parlons du classement général. Donc Quintero, lui, est plutôt bien placé. Non, pas du tout. Ça, Donc ça, c'est c'était hier. l'étape Ça, du c'était jour. hier. Non, ça c'était hier. Parce que c'est Quintero qui fait le meilleur temps, c'est pas ça. Ah oui, non. On n'y est pas. Non, Ah. c'est Yazid Al-Radji Ah là là, qui fait Pat le Le meilleur Guen temps. a mis le mauvais asset Ah sur là le là. classement général. Ah là là. Ah T'as là vu, on là a là failli là. y aller tout droit, mais heureusement, pop, Ouais, hop je là. vous dis, Gerlin Chichrit, Frein à main, ça- on a- Ça va pas avec. Non, Gerlin, il est un peu plus loin. Donc, au classement général, donc on a Yazid Al-Radji, on a Nasser Al-Attiyah, deuxième à 1,19. On a Lategan, toujours là, toujours bien placé. Ekström, qui a fait troisième et qui est quatrième au général. Et puis, il faut descendre un petit peu plus loin. Donc, Guillaume de Mévius, huitième, pour retrouver un peu les favoris. On a Gerlin Chichrit, qui est 15e à 28 minutes 23. Quand même, hein, c'est un petit peu loin. À 28 minutes, ça commence à causer. Là. Sébastien Loeb, 18e à 33 minutes 33. Ah ouais. Là, c'est costaud. Quintero, qui a perdu beaucoup, lui aussi, dans les dunes aujourd'hui, et avec des petits problèmes sur son Toyota, 19e à 34 minutes. Carlos Sainz, 22e à 49 minutes en tout. Donc, heureusement qu'il avait réussi à prendre du temps, on va dire, hier sur ses principaux adversaires. Mais c'est loin. Hein. Quand on est au-delà des 40 minutes, c'est Ouais, très, très difficile. tu sais que c'est pour remonter. Ça va être dur. c'est Et difficile. puis, Variawa, qu'on a évoqué hier, c'est un tout jeune pilote sud-africain. Malheureusement, grosse perte de temps. Bah oui, il fallait avoir de l'expérience et là, il en a manqué. 1h04 de retard sur son Toyota, donc lui, c'est terminé de ses espoirs. Mais dommage parce qu'il a que 19 ans et il avait de belles choses à faire. On le retrouvera l'année prochaine. C'est ça. Bon, si pour lui c'est terminé, en tout cas c'est terminé pour l'Ultimate. Eh oui. On va partir du côté du SSV, monde passionnant des buggy. Non mais j'adore les SSV, c'est trop bien. On en parle tout de suite sur les SSV. On peut s'engager en SSV si tu veux. Bon, non, mais trop dur. Ah non! Trop dur. Il va falloir Ah ouais tester d'autres rallye raids avant. Non, mais t'es fou. Mais Je me rends pas compte. c'est trop. On demandera à compliqué. Xavier. Ouais, carrément. Non, mais je pense que quand tu vois, on va en parler, que Olivier Pernaut et Benjamin Rivière, ils me mettent un boulevard en compétition quand on roule ensemble. Mais genre, je vois pas son Ouais. feu arrière. Hein. Olivier, c'est une autre planète. Alors, j'imagine même pas les autres pilotes. Mais alors, si eux, ils galèrent. Ouais. Non, le classique, c'est bien. Bon, ça va. Bon, les deux leaders SSV sont arrêtés au bivouac D, donc c'est plutôt bien placé. Ouais, et bien on parle placé. du coup de Xavier de Soultray là-dedans. Et ben voilà, les deux leaders, on parle des deux Polaris, tout simplement. Deux des trois Polaris de l'équipe Sébastien Loeb Racing se sont arrêtés au bivouac D, donc c'est eux qui sont les plus avancés. Les autres adversaires sont au C, au B ou au A pour certains qui ont perdu énormément de temps. Donc Polaris place ses deux pilotes en tête.
Les 2 Can-Am de Chaleco Lopez et de Jeremias Ferioli se sont arrêtés et ont perdu plus d'1h40. Énorme. Énorme. Ah oui, tu vois, je te l'ai pas dit, je t'ai laissé la surprise. Énorme. C'est beaucoup trop de temps de perdu. Perdre Mais plus comment ils sont passés, quoi? d'1h40. C'est une Problème mécanique, là. Ouais, problème mécanique. 1h42 perdu. Ils se sont arrêtés quasiment dès le début, au 239e et 242e kilomètre. Donc là, on parlait de ces Can-Am qui étaient tout nouveaux. Bah oui, mais le RZR de chez Polaris, finalement, il est efficace. Et donc, on a Brock Hager qui a fait le meilleur temps en SSV, justement. Il a repris 4 minutes à Xavier de Soultray. Mais au général, eh bien, Xavier, avec Martin Bonnet, conserve 8 minutes d'avance pour voir venir la fin de ce 48 heures chrono et peut-être garder sa couronne de l'année dernière, mais on n'en est que à la 2e étape. Ouais, c'est vrai, c'est fabuleux de voir les images et voir comment les dingue, travails des suspensions comme ça, c'est vraiment des petits bolides de Baja, quoi. Tu sens que ça absorbe tout, quoi. C'est clair. Incroyable. C'est efficace, ça c'est sûr. Et puis, petit coup de chapeau aussi et clin d'œil à Alexandre Pinto sur le Can-Am, Bernardo Oliveira, le copilote. Ils sont 3e du général, du coup. Bah oui, puisque les autres Can-Am ont perdu du temps. Eux sont remontés. Donc, bravo à eux. Et Florent Vessade, le 3e larron de chez Sébastien Loeb Racing, il est 4e au classement. Du coup, ça replace. On a 3 Polaris dans les 4 premiers et 3 voitures engagées par Sébastien Loeb Racing. Ah bah ça fait plaisir. Cocorico. On en parlait tout à l'heure d'Olivier Pernot. Du coup, ils se sont arrêtés longtemps. C'est plus Ça, c'était hier. Ouais, mais c'est hier. encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ils ont perdu encore du temps. Alors, j'ai pas eu toutes les dernières infos de chez l'équipe Ores, mais hier, puisqu'on se posait la question, il y avait beaucoup de poussière, il y avait un problème technique. Ils ont pris du retard et donc 2 heures de perdu sur le groupe dans lequel ils pouvaient rouler. Et donc, forcément, après, on termine de nuit. Le temps. Oui, ils sont arrivés de nuit. Hein. Hier, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'ils étaient arrivés tard. C'est compliqué. Donc là, c'est pas eux, mais en tout cas, on savait que c'était compliqué hier et ça a été compliqué aussi aujourd'hui. Donc voilà, pour les SSV, on a de belles images, en tout cas, on en profite, mais c'est plutôt bien pour ces Polaris-là de la couleur de Sébastien Loeb Racing. 1er, 2e et 4e au général. Parfait. Xavier, ne lâche rien, Voilà. gaz en grand. On passe maintenant, si tu as terminé de tout ça, parfait, au monde fabuleux de la moto. C'est parti. Alors du coup, on a 3 constructeurs différents, 3 premières places, KT, Honda et Hero. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est bien, ça fait plaisir. C'est surtout le même trio qu'hier. En fait, il ne se lâche pas. C'est incroyable quand même. On a Danny Sanders, donc notre fameux Chucky, comme il est surnommé, qui a encore frappé. Il a été vainqueur du prologue, vainqueur de l'ES1. Il a pris la première place, donc, et grâce à 2 minutes 57 de bonification rattrapée, il se retrouve dans cette position-là. Parce qu'il a été dans le bon groupe. Je vais y revenir dans quelques instants, mais c'était important d'être dans le bon groupe, de revenir sur les ouvreurs et de pouvoir reprendre quelques bonifs également. Parce que ça, c'est une grande nouveauté. Et ces motards, ils n'avaient pas donc la difficulté de voir les autos les dépasser. Comme hier, on a parlé du problème Sentinelle qui a causé des soucis aux pilotes auto et donc par transitivité, j'allais dire, aux pilotes moto. Là, au moins, ils faisaient leur trace et ils étaient dans leur compétition. On a des itinéraires différents dans ce 48 heures chrono pour les autos et les motos. Ah, c'est ça. D'ailleurs, je n'ai pas répondu à une question qui était intéressante. Est-ce que les engagés en classique font les 48 heures? Ils sont dans les mêmes conditions que les autres? Alors, ils sont dans les mêmes conditions, mais il y a des petits passe-droits. On essaiera d'en savoir un peu plus avec Valentin. Ouais. Ils font la spéciale, évidemment, mais eux, étant donné qu'ils ont des voitures un petit peu moins performantes, ils sont dans les bivouacs A ou B, donc ils vont galérer pour atteindre les 970 km. On était à ça de lui mettre une colle. Aïe, aïe, aïe. On était à ça. Mais Valentin nous donnera la réponse, évidemment. Donc non, ça va être plus long. C'est une étape longue et c'est pour ça justement que c'était fatigant et que je disais que Valentin Simonet avait laissé son volant pour la liaison à son copilote. Exactement. Ricky Brabec a terminé à 40 secondes. C'est quand même fou. Sur les 400 bornes, il termine à 40 secondes. C'est n'importe quoi. C'est même pas un demi-tour Si, c'est quasiment un tour du circuit Carole. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est rien. C'est-à-dire que le mec, c'est gaz en grand. 500 bornes, quoi, à peu près. Hein. C'est un truc de malade mental. Parce que les meilleurs motards sont au bivouac, eux, comme les meilleurs pilotes auto. Donc, ils sont eux. Ouais. L'année dernière, on avait les 10 meilleurs en auto, je crois pas forcément en moto, ça je me souviens plus, mais qui étaient dans le bivouac F, donc le 6e et dernier. Là, cette année, il n'y a personne, mais 27 sont eux. Ouais. Donc, c'était compliqué. Pour que ça termine à 40 secondes, c'est qu'ils étaient gaz en grand. Ah bah oui. Et qu'on ne pouvait pas faire plus. Dans les roues et dans les traces, et je vais y revenir dans quelques petites secondes. Ricky Brabec qui lui a pris une 57 de bonif,
et qui signe le deuxième temps, donc à 40 secondes de Daniel Sanders. Et puis troisième place pour Ross Branch, encore troisième, et c'est donc le même trio, évidemment. Il a perdu 3,51 aujourd'hui, en prenant quand même 3 minutes 27 de bonif. On peut rappeler vite fait les bonifications, comment ça marche? Et ben justement, j'allais en parler. En fait, on veut... Il est fort. En fait, on veut mettre l'accent sur les ouvreurs. En fait, on veut éviter ce qui s'est passé en auto hier, justement, où on a des pilotes qui s'arrêtent, qui attendent, qui veulent pas gagner de temps, etc. Là, au moins, on est ouvreur. Le système attribue donc des bonus aux leaders, mais cette année, nouveauté, au groupe également. Donc, si on est dans le train, si je fais une référence à la Formule 1, le train DRS, là, on est dans le train du premier, on bénéficie aussi de bonifications. Donc le leader, j'allais dire, ou celui qui ouvre, il a un barème fixé donc jusqu'à 1 seconde au kilomètre, jusqu'à un des 6 bivouacs. Et demain, ça sera 1,5 secondes au kilomètre qui est donné, offerte, j'allais dire, à celui qui ouvre. Et ce bonus s'applique donc à tous les membres du groupe. S'ils suivent derrière et qu'ils font, ils sucent la roue, comme on dit dans le jargon, au final, on peut cumuler beaucoup de bonus, 14 minutes en tout. Ça va être une reprise si on ouvre. Donc, c'est pour compenser le déficit, j'allais dire, du fait de ne pas avoir de traces. Donc, finalement, des pilotes comme Van Beveren qui savent ouvrir. Il est fort, parce que j'allais en parler. Voilà, oui. Alors, comment est-ce que ça a donné pour Adrien? Alors, Adrien, hier, c'était galère, parce qu'il y a eu des chutes, il y a eu une chute, pardon. Il avait son système de navigation, on l'a dit, qui était en panne, donc il ne pouvait pas faire aussi bien et aussi rapide que ses adversaires, donc il a perdu beaucoup de temps. Il partait 13e aujourd'hui. Et maintenant, il est 8e au général à 25 minutes. Il a remonté 5 places déjà. Il est remonté 5 places. Le problème, c'est qu'en fait, il a pris 6 minutes 50 de bonif, mais il est quand même à 14 minutes du leader. Parce que c'est lui qui a ouvert. C'est lui aujourd'hui qui était le pilote qui, en fait, a ouvert la trace. Et ils l'ont tous suivi. Loin. Et ils l'ont tous suivi. Donc en fait, il a fait l'ouvreur. L'année dernière, c'est lui qui a gagné le temps. Donc tu peux pas gagner du temps, non. Forcément. Et donc, en fait, il faisait gagner du temps à tout son groupe. Il a essayé de les lâcher, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui ouvres. Donc, les autres derrière, intelligemment, ils sont restés dans la roue. Ah là là. Donc, il a fait tout le boulot, parce que c'était pas lui qui ouvrait à l'origine, c'était Mohamed Balouchi. Mais rapidement, il a perdu du temps. Et donc, c'est le Français Van Beveren qui a repris la première position. Il a hérité de cette première place, j'allais dire. Parmi les leaders, ça a été le premier à reprendre les rênes. Et puis, derrière, ils ont suivi. Donc, il a repris 6 minutes de bonif, mais il est à 14 minutes au général. Pas évident, Adrien, là, ça paraît difficile, mais en tout cas, on voit quand même que c'est un pilote d'exception. Oui. J'ai vraiment le recevoir dans l'émission, un de ces quatre, parce que vraiment, j'adore le bonhomme. Il est toujours... C'était marrant, l'année dernière, quand il était au bivouac, il avait des interviews, il était au fond du trou, et il disait « mais je vais pas lâcher ». Et le lendemain, tu vois, il était requinqué, et il lâchait rien, il remontait. C'est vraiment un compétiteur. Il va y arriver à gagner une fois, c'est sûr. J'espère. Parce que c'est une légende lui aussi, parce que je disais pour Mathieu Serradori hier qu'il faisait partie des déjà légendes de Dakar, c'est sa 10e participation. Ah ouais. C'est une légende, mais c'est une légende pour nous, Adrien. C'est clair, il a gagné tellement de fois le Touquet, c'est un spécialiste du sable, il sait tout faire. On parle du classement moto? Oui, tout à fait, bien sûr. Parlons et ayons justement une vision plus précise. Sanders, Brabec, Branch, ils ont pris leur abonnement, évidemment. Ensuite, on a Skyler Haus, quand même, 4e. Qui, à 4 minutes, hier, il avait repris du temps parce qu'il avait été, on le disait, au secours d'un de ses petits camarades, justement, blessés, Sébastien Buller. Et donc, on le retrouve 4e. Tosha Charena, qui a été un peu pris dans les dunes aujourd'hui, a perdu du temps. 4 minutes 42 de perdu dans cette spéciale. Et puis on retrouve Adrien Van Beveren, donc à 8e, à 14 minutes. Ça, c'est de la spéciale. Je suis sûr que d'autres se posent la question. C'est quoi les petits cartons jaunes et bleus sur le côté? Alors ça, je croyais que c'était parce qu'ils n'étaient pas officiels, mais en fait, quand je vois qu'Adrien Van Beveren là, t'avoue que ça... Peut-être que vous le savez dans le chat. Oui, alors je crois qu'on l'a parce qu'on a la légende sous nous, là, juste là. Voilà, si on enlève le... Voilà. Rookie, Legend. Ok. Legend. Voilà. Et il y a autant de Legend que ça. Ça veut dire qu'ils ont fait plus de 10 participations. Brabec, c'est sûr que ça fait partie des légendes. Et donc, Rookie, en 15e position, juste derrière, pilote Red Bull quand même. En étant Rookie, c'est pas mal.
Mais donc, du coup, on parle de ce... Non, mais c'est vrai. Non, mais je rigole par rapport au chat. On dit, c'est vrai, Peter Ansel, des fois, il se levait le matin en interview, il dit, oh non, je suis pas bien, je vais aller tranquille aujourd'hui. oui. Et il détruit tout le monde. C'est vrai. Évidemment. C'est vrai. Mais c'est pour ça que j'aime le Dakar, c'est que tu sais, le matin, enfin, non, aujourd'hui, journée tranquille, je vais pas Il rouler était sur fort les là-dessus, pompes. Et gaz! Mais oui, mais je disais hier, justement, il avait des techniques, justement, pour un peu semer le trouble, on va dire, sur les traces, notamment. Il faisait 2-3 tours, hop, je suis perdu, il jardine, et hop, là, il repart, il savait le cap qu'il fallait. C'est du Stéphane Peter Ansel tout craché. Ouais. Ah ouais, il manque. Mais il reviendra, certainement. Et donc, oui, on parlait de rookie. Je vais en parler, parce que c'est Edgar Canet, l'Espagnol, qui, en fait, est leader de la catégorie Rallye 2. Donc c'est un rookie, mais il est déjà bien soutenu par KTM. Il a 11 minutes d'avance sur Tobias Ebster. Il a de bonnes sensations, il s'était un petit peu perdu hier. Et donc la deuxième catégorie moto est menée par ce pilote devant Tobias Ebster, qui est tout simplement le neveu de Heinz Kinnigatner pour les spécialistes. Ah mais oui, je l'avais vu, mais c'était sa première participation l'année dernière. Ouais, exactement, et il avait bien marché. Exact, là il est deuxième. Kini, légende KTM. Je sais. Incroyable. Voilà. Lui, là, il roule sur KTM, dis donc, Tobias Ebster. Les légendes et les légendes des légendes, quoi. C'est, il y a peut-être un carton, je sais pas, doré, encore plus doré pour ceux qui ont fait 20. Tu vois, c'est comme des René Medge, quoi. Ou Peter, Monsieur Dakar. On l'appelle pas Monsieur Dakar pour rien. Clair. C'est vrai que c'est. Mais je trouve ça bien de la part d'ASO de mettre en avant ces pilotes pour leur dire, les gars, vous êtes vraiment respect. Et ça, c'est cool de voir ça. On aime bien dans ces disciplines-là, justement, comme au 24 heures du Mans. Voilà, c'est le Hall of Fame au 24 heures du Mans. Et là, c'est les légendes. Et en fait, on rend hommage à ces pilotes qui ont fait toute l'histoire de cette épreuve. Et du coup, en Rallye 2, Michael Docherty, il est P3 alors qu'il a l'épaule en vrac. Le mec a l'épaule en vrac, il est 3e de l'épreuve. Non, mais c'est un truc de fou. C'est des fous, les gars. Et donc, il va continuer. Alors, j'espère pour lui que ça va bien se passer ce soir, parce que dormir sur un matelas de fortune, à la dure, j'allais dire, ça va pas être simple, mais bon, en tout cas, il est toujours là et bravo à lui, parce que malgré sa fracture à l'épaule, à la suite de sa chute dans le S1, il est présent. Il y a Papa Ours qui nous dit, il débarque un peu, mais depuis quand Donald Renew, la passion du Dakar? Depuis longtemps. Mais vraiment, on en a parlé avant-hier. Ouais, c'est l'épreuve que je préfère de toute l'année. C'est que le soir, à l'époque, c'était mon plaisir, c'était de regarder France 2 avec l'hélicoptère, avec Kéké, qui était c'est direct. Après Eurosport, parce que j'avais pas assez d'infos sur France Télé, et je récupérais le reste sur Eurosport. Pas mal. Et vraiment, mais... Et maintenant, tu es là? Ouais, non, mais vraiment, c'est une vraie passion, et c'est venu à l'époque où on partait... Oui, j'ai touché au boîtier. Oh, ça va. Je les entends gueuler en régie. C'est venu d'une année où ça partait du château de Versailles, et je les ai vus passer tous devant, et ça a allumé des étoiles dans mes yeux. Et depuis ce jour-là, j'ai regardé tout le temps. Incroyable. Ah ouais, mais c'est quelle année ça? C'était début 90, non? Ou mi-90? Non, ouais, plus tard que ça, parce que du coup... Moi, j'ai commencé à regarder en 98-99, regarder le Dakar. Donc, je sais pas, mais en tout cas, c'était je devais pas être vieux, c'était avant les années 2000. Bon, Jean-François Carcart était déjà là. Donc... Ouais. Non, mais en tout cas, c'est une épreuve qui m'appelle autant que les 24 heures du Mans m'appellent. Autant, j'en ai rien à foutre de la monoplace, tout ça. Voilà. Non, mais vraiment. Jean-Louis Monsen, n'écoute pas. Non, mais tu vois, j'aurais eu un rêve, c'est de faire les 24 et le Dakar, mais la monoplace m'a jamais intéressé. Déjà, j'ai pas le niveau. Mais... Moi, je fais la monoplace si tu veux, putain, je te laisse faire les. Vas-y. La régie en PLS, je pense que quand j'ai du coup touché, ça n'a pas dû aimer, quoi. Bah oui, mais c'est l'émotion du Dakar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas là pour rien. Bon, demain, la présentation de cette dernière partie de marathon. Ouais. Encore une grosse partie de plaisir, 450 bornes encore. Partie de plaisir, tu parles pour ceux qui n'ont pas eu de problème, mais pour ceux qui ont eu des problèmes, c'est peut-être la galère qui va continuer. Donc, on va voir pour Sébastien Loeb si la voiture peut continuer à rouler comme il faut, si la température peut être régulée. Là, on est en train de se creuser les méninges, j'allais dire, pour savoir quelle est la stratégie à adopter. Est-ce qu'on va les faire s'arrêter à la sortie de ce bivouac, parce qu'on là, on est en régime de parc fermé, pour pouvoir peut-être permettre à Cristina Gutiérrez d'aider Sébastien Loeb pour réparer son Dacia. Bon, à voir, mais panne électronique bien ennuyeuse en tout cas. Et puis pour Carlos Sainz, lui, il va devoir mettre les lunettes de skieur pour repartir de ce bivouac numéro 5, donc, ou le E, si on préfère, pour boucler le reste de cette spéciale. À mon avis, il y aura déjà beaucoup d'abandons suite à cette... C'est possible, hein? Bah oui, parce que ceux qui partent de très loin avec des soucis mécaniques, qui ne peuvent pas mécaniquer, ça se trouve, ils n'arriveront même pas au repère 4.
Et ça en sera terminé. Je pense que demain, on aura beaucoup de surprises. On n'espère pas. Non, mais bon, Mais c'est on la espère course. aussi avoir des surprises. Non, parce que non. On a des choses à dire, nous, Oui, ici, quand mais même. il faut qu'ils arrivent tous au bout. Comme à l'époque, il faut que tous ils arrivent au bord Bon, du lac d'accord. Rose. Voilà, exactement. Ouais, bah, Mais ça là, va être c'est dur. pas le cas. Bon, ils peuvent. S'ils arrivent au bord du lac Rose, ils se sont perdus. Mais ils seront capables, ils vont aligner, ils vont faire un chécos, le lac Rose il est fait, ils vont en créer un sur place. C'est ça. T'inquiète pas, ce serait tellement énorme. Le lac Rose, ça Ce vous serait bien, tellement- ça, Et on nous a ça dit que bien. c'était en 98 le départ du château de Versailles. Oh, bah c'est là où j'ai commencé à regarder, dis donc. On a regardé en même temps. Bah voilà, sauf que maintenant tu connais beaucoup plus que non, mais, moi. oui. Non, mais toi, t'étais sur place, moi, j'étais devant ma télé. Voilà, mais bon. C'est ça. Ah oui, t'es 6h du mat. Bon, c'est cool en tout cas. Et bah demain, 7h du mat, justement, parce que je voulais quand même revenir sur le principe, départ. Le départ. Parce que ce n'est pas le fait de partir à 7h du mat qui va être juste la seule info. C'est qu'on va s'alterner entre moto et auto. Donc toutes les 30 secondes, on va avoir un motard, un pilote auto, une moto qui vont justement partir de ces 6 break zones, ces bivouacs donc improvisés. Donc ça va être beau parce que ce matin, c'était des belles images. On avait les motards et les autos qui partaient en même temps, côte à côte. C'était génial pour partir sur des trajets différents. Mais on aime ces infos, on aime ces images-là et on aime le Dakar tout simplement. Donc voilà, Exactement. on sera au rendez-vous demain soir pour la conclusion de ce 48 heures chrono. Exactement. Alors, je vais vous poser la question. Dites-le moi en commentaire sur YouTube et là dans le live avant qu'on termine, parce que je vois qu'on nous pose la question. Est-ce que vous avez parlé des camions? On n'en a pas parlé par parti pris de pas le mettre, mais dites-le nous si vous voulez qu'on rajoute ça à l'idée. On peut faire un point rapide pour vous dire ce qui s'y passe. Il n'y a pas de souci. On va pas réussir à le coller là-dessus non plus. Donc, non, parce que les camions, je connais bien. Donc ouais, mais voilà. En tout cas, c'est aussi votre émission de pouvoir ramener le Dakar, le rendre plus accessible et de comprendre toutes ces petites spécificité grâce à lui là. Donc si vous voulez qu'on vous parle des camions qui font pas que l'assistance des voitures, on est aussi là pour ça. Donc voilà, on va surveiller ça sur YouTube et sur Twitch. En tout cas, merci à toi Anthony. Avec plaisir. Trop cool. Merci à Bev Goodrich de nous permettre de faire cette belle émission. C'est vraiment un plaisir. Et vous de vous voir aussi nombreux sur le chat et sur l'émission sur YouTube. On vous retrouve demain, même endroit, même heure, 19h30, pour la fin de cette étape marathon. Et comme d'habitude, je terminerai comme ça tous les soirs. Vive le Dakar!